Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous lors de cette session d'information de l'Organisation panaméricaine de la santé au sujet de COVID-19 dans la région des Amériques. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette session tardera environ 1 heure comme toutes les semaines. Nous avons déjà reçu vos questions par courrier électronique et vous pourrez également poser vos questions en direct et à travers le bouton Q et A. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. Nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, le portugais et le français et que vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, vous parlera de l'évolution de la pandémie en Amérique, la couverture vaccinale et la situation des femmes enceintes et le COVID-19. Avec le docteur Carissa Etienne, nous aurons aujourd'hui le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugardé, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, le docteur Jairo Mendes Rico, conseiller en maladies virales émergentes à l'OPS. J'invite maintenant le docteur Carissa Etienne pour partager ses remarques préliminaires. Merci Sébastien. Bonjour et merci de nous rejoindre pour la conférence de presse d'aujourd'hui. Cette dernière semaine, pratiquement 1,5 million de cas et plus de 22 000 morts liés à la COVID ont été signalés dans les Amériques. Aujourd'hui, nous observons à peu près le double d'infections par rapport à ce qui a été signalé l'an dernier à la même époque. En Amérique du Nord, le Canada note une augmentation des nouveaux cas, tandis que les hospitalisations continuent à flamber également aux États-Unis, où les hôpitaux sont toujours saturés et où les lits en réanimation sont en nombre limité dans plusieurs États. Tandis que de nouvelles infections tombent dans les Caraïbes, nous voyons une augmentation des morts liées à la COVID dans plusieurs îles, y compris Saint-Martin, Jamaïque et Puerto Rico. Les infections sont en augmentation au Costa Rica, au Guatemala et au Belize. Plus de la moitié des hôpitaux au Guatemala sont submergés par des patients de la COVID. Pendant ce temps-là, les infections continuent à chuter en Amérique du Sud, même s'il y a une légère augmentation de cas au Venezuela. D'un autre côté, les campagnes de vaccination continuent à progresser malgré une offre qui reste limitée. Jusqu'à présent, seulement 28% des populations latino-américaines et dans les Caraïbes ont été complètement vaccinées. Mais ces chiffres varient de façon très significative en fonction de l'endroit où l'on porte son regard. Tandis que nous devons nous réjouir que le Canada, le Chili, l'Uruguay aient réussi à vacciner totalement 2/3 de leur population, nous ne pouvons oublier qu'un quart des pays de notre région n'ont pas encore vacciné 20% de leur population. Et à certains endroits, la couverture vaccinale est encore moindre. Nous sommes tout particulièrement inquiets au sujet des États membres qui sont en retard parce que les doses ne sont pas disponibles. Pour n'en mentionner que quelques-uns, le Guatemala et le Nicaragua sont encore en dessous des 10%. Le Venezuela a juste dépassé 11% pour ce qui est des vaccinations complètes. Et Haïti a vacciné moins d'1% de sa population. Ces inégalités sont inacceptables. L'OPS aide à canaliser des dons de pays qui en possèdent un excédent, mais nous avons besoin de plus de vaccins pour sauver des vies dans les coins les plus touchés de l'Amérique latine et des Caraïbes. Aujourd'hui, cependant, je voudrais attirer votre attention sur un groupe humain qui doit affronter une période d'incertitude, pas seulement quand on parle de vaccination, mais également pour tout ce qui est touche à la pandémie, et je veux parler des femmes enceintes. La grossesse est un moment de la vie d'une particulière vulnérabilité. Le système immunitaire des femmes change pendant leur grossesse et les porte à être plus exposées aux infections respiratoires telles que la COVID-19. Nous savons que si les femmes enceintes
tombent malades, elles ont un plus grand risque de développer des symptômes de la COVID beaucoup plus sérieux et ont besoin beaucoup plus que les autres d'être ventilées et d'entrer en salle de réanimation par rapport aux femmes qui ne sont pas enceintes. Elles ont également une probabilité plus grande d'un accouchement prématuré. Toutefois, la pandémie a exercé un impact négatif sur la disponibilité des soins prénataux et autres services de santé essentiels. Au moins 40% des pays de notre région ont signalé des perturbations dans les soins prénataux et périnataux, et ces perturbations se sont généralisées pendant la deuxième année de la pandémie. Dans certains pays, comme le Belize et le Guatemala, on signale que les soins prénataux ont diminué à peu près de plus de la moitié sur les sites où on enregistre des décès. Donc, les femmes enceintes ont du mal à prendre rendez-vous avec leur gynécologiste à une époque où c'est critique de pouvoir voir son praticien. Jusqu'à présent, plus de 270 000 femmes enceintes ont été atteintes par la COVID dans les Amériques et plus de 2500 d'entre elles, c'est-à-dire 1% de ces femmes, sont mortes de ce virus. La plupart des pays de notre région ont déjà signalé plus de cas et de morts chez les femmes enceintes cette année que sur toute l'année 2020. Même si les données varient d'un pays à l'autre, certains d'entre nous suivent ces chiffres de très près. Le risque est surtout très élevé au Mexique, en Argentine et au Brésil, et qui répondent pour la moitié de toutes les morts dues au COVID chez les femmes enceintes dans notre région. Au Mexique et en Colombie, la COVID-19 est devenue la principale cause de mort maternelle en 2021. Ces 3 dernières décennies, l'Amérique latine et les Caraïbes font tout ce qu'elles peuvent pour réduire la mortalité maternelle. Et maintenant, la pandémie menace de laisser dans le rétroviseur 20 années de progrès durement conquis. Presque toutes les morts maternelles peuvent être empêchées et ces pertes sont incalculables. Les femmes jouent un rôle central pour le bien-être de leur famille et de leur communauté. Et elles sont tout à fait déterminantes dans les pays pour que les pays arrivent à remonter la pente économiquement parlant et pour sortir de la pandémie. Donc, chaque mort maternelle laisse un vide autour d'elles pour leurs proches et ont un effet ricochet sur toute la société. Mais nous pouvons agir. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour protéger les femmes en âge de procréer et éviter ces pertes. Pour commencer, nous pouvons maintenir l'accès aux services de santé pour les femmes qui attendent un enfant, bien sûr, les soins prénataux et un accès rapide aux soins sont critiques pour ces femmes enceintes. Les femmes devraient aussi avoir la priorité pour les vaccinations de la COVID. Certains pays sont déjà en train de vacciner les femmes enceintes, mais moins de la moitié des pays latino-américains et des Caraïbes ont lancé des orientations pour la vaccination de cette partie de la population. Donc, laissez-moi être très clair, l'OPS recommande que toutes les femmes enceintes, après leur premier trimestre, de même que celles qui allaitent, doivent recevoir un vaccin contre la COVID-19. Les vaccins contre la COVID approuvés par l'OMS sont sûrs. Ils peuvent être administrés pendant la grossesse et ils constituent un outil critique pour protéger les femmes enceintes pendant la pandémie. Et même s'il est trop tôt pour prévoir l'impact des vaccinations sur les morts, il y a quand même des signes encourageants. Au Mexique, par exemple, où les femmes enceintes sont la priorité pour la vaccination depuis un certain temps, pas une seule femme vaccinée n'est morte de la COVID pendant sa grossesse. Donc, il est extrêmement important que les femmes enceintes aient accès aux vaccins contre la COVID. Ces vaccins possèdent un autre avantage. Pendant l'allaitement, la mère, transmet son immunité à son bébé. Donc, les vaccins contre la COVID-19
protège également les nouveau-nés du virus. Et pour terminer, il est tout à fait vital que les femmes enceintes continuent à suivre les mesures de santé publique qui se sont révélées efficaces contre ce virus. Elles doivent continuer à porter des masques, à maintenir la distanciation physique, limiter les contacts avec les gens qui sont en dehors de leur foyer et éviter les rassemblements en milieu fermé pour maintenir ces femmes enceintes loin de la COVID. La grossesse est un des moments les plus épanouissants dans la vie d'une femme et c'est une période critique pour la croissance et le futur d'un bébé. Nous le devons aux femmes latino-américaines et des Caraïbes d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour les protéger, elles et leurs bébés, pendant la pandémie. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous passons maintenant aux questions qui nous ont été envoyées à travers le courrier électronique, celles que nous sommes en train de recevoir sur le forum. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias dans vos questions. La première question nous vient d'Angel Bermudez du BBC Mundo et de Jack Dutton de Newsweek. Et il nous demande sur l'apparente forte baisse des cas de COVID-19 dans les pays d'Amérique du Sud, plus précisément au Brésil, en Argentine, au Chili, au Pérou, en Colombie, en Uruguay et au Paraguay, et demande comment expliquer cette situation, ce qui se cache derrière ce phénomène. Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Merci beaucoup à Angel et à Jack pour ces questions qui sont véritablement importantes parce qu'il y a une diminution, une baisse de nouveaux cas et de décès signalés par les pays depuis plusieurs semaines en Amérique du Sud. Et cette tendance, dans la plupart des pays, dans presque tous les pays, à l'exception du Venezuela, où nous avons enregistré une croissance. Nous travaillons conjointement avec les ministères de la Santé et les ministères des pays pour étudier cette baisse. Nous savons qu'il y a eu une augmentation très significative de cas et de décès à la fin de l'année dernière et les premiers mois de cette année 2021, où il y a eu un mouvement de population, des placements de population, surtout en Amérique du Sud et à niveau international. Et ceci il y a eu à ce moment en même temps un relâchement des gestes de prévention, des gestes barrières à cause de rassemblements familiaux, des fêtes, etc. Il était plus difficile de maintenir la distanciation physique, surtout concernant les personnes qui venaient d'endroits où il y avait une grande incidence. Mais les pays ont mis en œuvre des gestes barrières et ont également élargi la vaccination à d'autres groupes prioritaires, surtout ceux qui se trouvaient ou qui avaient des risques. Ceci peut expliquer cette tendance de baisse. Néanmoins, nous le savons tous et nous l'avons vu que lorsque les cas diminuent, c'est parce que nous sommes en train de faire bien les choses. Nous sommes en train de mettre en œuvre la pire des choses qui pourrait nous passer, qui pourrait passer aux pays d'Amérique du Sud, c'est que maintenant qu'ils ont moins de cas, ils relâchent les gestes barrières et les mesures de prévention parce que ce serait une grande occasion pour le virus, pour qu'il se transmette d'une personne à l'autre, surtout concernant les variants qui sont plus transmissibles, et ceci ferait en sorte que d'autres variants puissent surgir, car il s'agit de la nature de cette maladie. Ainsi, notre recommandation pour toute la population d'Amérique du Sud qui croit que la transmission est moindre est de tenir compte que oui, nous sommes à cette étape et nous nous trouvons à ce moment-là à cette base parce que les mesures ont été prises qui vont nous protéger notre famille et l'économie du pays. Merci beaucoup, docteur. La question suivante nous vient de Jad Espan de Dialogue à Hong Question Kong de Hong en Kong en anglais. anglais qui dit dans beaucoup
pays sud-américains, y compris le Brésil et le Chili. Ils ont réussi à contenir la COVID-19, même si le variant Delta fait des ravages autre part dans le monde. Beaucoup d'experts pensent que cela a à voir avec les vaccins chinois que ces pays utilisent. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, docteur Barbosa? Merci pour cette question. Les pays utilisent plusieurs vaccins, ces pays que vous précisez, pas seulement les Chinois, mais nous avons beaucoup de preuves scientifiques maintenant pour l'usage pour les vaccins qui ont été reçus une autorisation d'urgence. Ils protègent contre le variant Delta. Nous avons des données issues des États-Unis sur les vaccins Moderna et Pfizer. Nous avons des données de la part de l'Europe et du Royaume-Uni sur les vaccins d'AstraZeneca et Pfizer. Nous avons des données de la part de la Chine sur l'emploi des inactivateurs de virus en provenance de Chine. Donc, tous ces vaccins protègent contre le variant Delta. Ce variant montre qu'il peut réduire leur efficacité contre les cas bénins, mais ils sont toujours efficaces pour les cas sévères et les hospitalisations et contre la mort. Donc, c'est très important de se faire vacciner. Autres preuves scientifiques qui ont surgi concernant les vaccins et le variant Delta, ce qu'avec une seule dose, la protection est assez faible, de 20% seulement. Donc, il faut vraiment faire la deuxième vaccination et être totalement vacciné pour être effectivement protégé. Mais en même temps, il faut maintenir toutes les mesures de protection, les mesures barrières, parce que le variant Delta se répand de façon beaucoup plus facile que les autres variants et que le virus original. Donc, même les gens vaccinés doivent maintenir les mesures barrières, distanciation sociale, masque, si dans leur communauté ou dans leur pays, il existe encore une transmission communautaire de la COVID-19. Merci. Merci, docteur. Nous avons maintenant plusieurs questions au sujet du variant MU. Enfin, Laura Barros de EFE et de Antigua et Laura nous dit qu'il y a eu plusieurs variants. Quels sont les pays des régions des Amériques où ce variant MU a été détecté? Outre la Colombie et l'Équateur et Barbados. En Et en anglais, de anglais maintenant. l'observeur Wayne Williams, avec le variant MU qui a été identifié au Ghana et Saint-Martin, y a-t-il la probabilité et le calendrier qui soit détecté dans le reste des Caraïbes orientales? Et à quelle étape le variant MU peut être considéré comme un variant préoccupant? Merci Merci beaucoup pour ces questions. En principe, j'aimerais vous rappeler que le variant, que ce variant circule dans la région des Amériques. Effectivement, comme ça a été détecté en Colombie et dans beaucoup d'autres endroits. Et ceci a eu un impact. D'autres pays ont détecté le variant MU d'une manière sporadique, y compris au Mexique, au Chili, au Pérou, au Venezuela, en Argentine, au Guatemala, en incluant Aruba, Barbados, etc. Et plus récemment, d'autres endroits. Il est important de dire que ce variant MU ne gère pas un changement concernant le variant qui circule depuis plusieurs mois. Ceci concerne le génome qui a été perçu dans d'autres variants avec un degré, etc. Mais il n'y a pas d'évidence solide qui concerne, mais il faut vraiment s'y appliquer. Sur la question de notre collègue de l'Observer, variant préoccupant pourrait être considéré comme ça. Il faut des preuves scientifiques solides que ce virus est de fait plus transmissible
qu'il a la capacité d'inhiber la réponse immunitaire et aucune de ces aspects ont été démontrés pour le variant mu. Et comme on l'a dit auparavant, ce variant, il a été découvert cette année, en janvier, sans impact particulier en termes de transmission, de mortalité jusqu'à présent. Nous attendons que il va être détecté dans d'autres pays, y compris au Caraïbes, bien sûr, mais aucune information suffisante pour dire il va être différent en termes de circulation par rapport à d'autres variants. Et donc, pour sa transmission. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Les questions suivantes nous viennent de Kevin Feldman du Guardian Trinidad et Tobago en anglais. Il nous Journaliste parle de Kevin Feldman des du cas de Trinidad et variant Tobago, Delta Guardian. qui ont été confirmés dans le Les pays à travers des voyageurs, voyageurs et il demande. qu'est-ce que recommande l'OPS pour les protocoles des activités pour le retour de voyageurs nationaux et de visiteurs à partir qui reviennent d'autres pays, pour les gens qui ne sont pas vaccinés? Merci beaucoup. Les autorités nationales doivent mettre en place les mesures barrières pour minimiser les risques de dissémination locale, comme nous l'avons dit de nombreuses fois dans ces conférences de presse hebdomadaires, grâce à l'adoption au respect de ces mesures barrières et d'une hygiène respiratoire, mais également grâce à la distanciation sociale et bien sûr le suivi de l'état des services de santé dans le pays. Les décisions des autorités nationales dans plusieurs pays qui rejettent les preuves de vaccination sont tout à fait alignées avec les dispositions de l'OMS. Nous l'avons dit également souvent et dans le dernier point que nous avons, Trinité et Tobago est tout à fait aligné avec ces recommandations de l'OMS. À présent, Trinité et Tobago, nous avons vu des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ont une capacité, ils peuvent tout à fait mettre en quarantaine des gens qui sont non vaccinés et procéder à des tests pour détecter le virus chez ces gens qui reviennent. Pour ce qui est de Trinidad et Tobago, le pays procède déjà à ces mesures. Et l'Université des Indes occidentales a développé ses capacités de détecter des variants préoccupants et l'OPS aide le professeur First in Time pour tester des équipements et des professionnels de santé. Donc, nous suivons ça de très près et nous travaillons pour ce que ces capacités augmentent pour ce qui est de la détection du variant Delta. Mais ce que nous disons en général, c'est que chaque pays doit prendre ses décisions de santé publique en fonction du contexte local et de l'état des services de santé et en fonction de sa capacité à détecter et à mettre en place des décisions rapides pour la circulation. Donc, il faut que ces mesures de santé soient maintenues tout le temps, même si nous n'avons pas observé une augmentation du nombre des cas. C'est probablement le moment où il faudra mettre en place des mesures de surveillance et de restriction pour que nous puissions détecter à temps de nouveaux variants qui pourraient circuler de l'intérieur ou en provenance de l'étranger. Merci beaucoup. Merci, docteur. Une autre question que Kevin nous a Toujours une question de Kevin posée. Feldman du Guardian de Trinidad et Tobago. Les études ont montré que le variant Delta offre plus de résistance à la COVID-19. À Trinité et Tobago, il y a des vaccins de Pfizer, de Sinopharm, de Janssen et d'AstraZeneca. Quel est le taux d'efficacité moyen de ces vaccins contre le variant Delta? Docteur Jairo Mendes, merci beaucoup pour cette question. Il y a un souci préoccupant que les vaccins contre la COVID-19 auraient réduit leur efficacité contre les vaccins recommandés par l'OMS. Il faut d'abord rappeler que les infections ou les maladies chez les vaccinés sont couvertes par tous les vaccins y compris
avec une efficacité de plus de 80%. Bon, ceci posé, tous les vaccins sous licence de l'OMS sont tout à fait efficaces pour tous les vaccins à suivre ou préoccupants pour les effets bénins, moyens ou sévères contre la mort. Tout ça. Donc maintenant, combien ce variant réduit, quand les vaccins réduisent l'effet de la maladie, il y a peut-être une réduction pour les variants préoccupants, par exemple bêta, gamma, delta, mais cette réduction de l'efficacité n'est pas directement corrélée avec l'efficacité du vaccin et les niveaux antiviraux comme l'immunité cellulaire. La protection est montrée des études multiples sur l'efficacité du vaccin basées sur l'ADN contre l'infection. Et l'infection est inférieure quand la personne est exposée au variant Delta comparé au variant alpha. Cependant, la même étude n'a pas détecté aucune réduction dans l'efficacité du vaccin pour prévenir les états sévères, l'hospitalisation et la mort par rapport à tous les variants préoccupants, et l'efficacité reste au-dessus de 80%. Les ressources, on recommande de maintenir toutes les mesures barrières indépendamment du statut de vaccination pour éviter une infection de soi-même ou des autres. Si on est affecté, même étant vacciné, les formes de la maladie seront bénignes ou moyennes, même s'il s'agit du variant Delta. Les vaccins contre les variants préoccupants n'ont pas leur efficacité réduite contre le variant Delta. L'OMS fait toujours des recherches sur l'efficacité des vaccins en réalisant des études pour être sûr et va contribuer avec des informations critiques au niveau national, régional et mondial pour la prise de décision clinique. Merci beaucoup. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Yerson Koyave de El Comercio au Pérou, qui nous dit que cette semaine, le président Pedro Castillo a annoncé un accord avec le fonds russe pour la mise en place d'une usine de production de vaccins Sputnik V au Pérou. Comment se passe l'homologation de ce vaccin auprès de l'OMS? Et il demande également si cela changerait à court terme le panorama régional de la production de vaccins dans la région, compte tenu de l'expérience de l'Argentine. Docteur Barbosa, merci pour cette question. Tout d'abord, le processus d'autorisation d'utilisation d'urgence du vaccin Sputnik par l'OMS a été suspendu depuis le mois de juin. Ceci parce qu'il a été trouvé dans une usine du vaccin Sputnik en Russie des conditions qui ne sont pas celles qui sont exigées d'après les normes de fabrication. Nous sommes en train d'attendre que le producteur puisse adopter les mesures nécessaires pour qu'il puisse, les conditions soient les conditions adéquates. Jusqu'à présent, le vaccin Sputnik ne peut pas être acquis par le Fonds renouvelable de l'OPS ni à travers le mécanisme COVAX. Il y a des pays qui ont pris la décision de certifier le vaccin, et ce faire est une décision de chaque pays. Nous ne pouvons que proposer ce vaccin à travers le fonds renouvelable que lorsque le processus d'autorisation d'urgence sera approuvé. Nous n'avons pas jusqu'à présent une date qui puisse confirmer ce processus. Il est certain qu'il est important de renforcer la capacité de production de vaccins, de médicaments et d'autres produits médicaux dans la région. Et c'est pour cela que l'Organisation panaméricaine de la santé a lancé il y a 2 semaines une plateforme régionale justement pour diminuer la vulnérabilité des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Cette plateforme a été prise à travers d'une initiative concrète pour faire le transfert de technologie entre les pays pour que ces mêmes pays puissent produire des vaccins issus d'une plateforme technologique innovante
qui est le ARN1 messager. Nous sommes en train d'étudier les propositions. Ce n'est pas une réponse à court terme, bien évidemment, parce que pour mettre en œuvre une usine de vaccins qui répondent à tous les critères de capacité technique, de qualité, etc., cela prend beaucoup de temps. Par conséquent, il s'agit d'une stratégie qui puisse réduire la vulnérabilité. Et pour pouvoir augmenter l'accès aux vaccins, ce qu'il faut voir, ce sont d'encourager les dons qui nous viendraient des pays qui ont les moyens de le faire et également élargir la vaccination à travers la possibilité d'achat par le fonds renouvelable pour augmenter la quantité de vaccins par le mécanisme COVAX. Merci. La question suivante nous vient de Adriana Sornes de CNN. Elle nous dit: que devons-nous faire face à l'inégalité de la vaccination qui existe dans notre région d'Amérique latine, compte tenu de l'augmentation des cas et des décès qui ont augmenté? Docteur Étienne, s'il vous plaît. Merci à Adriana Sornes de CNN pour cette question. Effectivement, l'inégalité dans la vaccination est indéniable. Malheureusement, l'offre de vaccins est concentrée sur peu de nations, tandis que le reste attend justement les restes. Même si les vaccins contre la COVID-19 sont récents, cette histoire est loin de l'être. Et l'inégalité a trop souvent dicté ceux qui ont le droit à la santé et ceux qui ne l'ont pas. Et nous ne pouvons pas laisser l'histoire se reproduire. Et nous savons comment procéder pour empêcher cela. Nous avons besoin de plus de doses dans tous les pays, mais les pays qui sont les plus à risque, où les vaccins où l'arrivée des vaccins a été la plus lente et où les populations les plus vulnérables doivent toujours être protégées, il existe un besoin urgent de vaccins. Mondialement, moins de 2% de la population dans les pays aux plus bas revenus ont reçu une première dose de vaccin et cela doit être ramené aux 82% des gens qui ont déjà reçu leur première dose dans les pays au niveau de revenus moyens ou élevés. Sur le continent américain, plus de 385 millions de gens ont déjà une couverture vaccinale totale, mais ces pourcentages varient beaucoup de pays à pays. Nous avons pris l'initiative d'élargir l'accès aux vaccins en recourant au fonds rotatif de l'OPS pour acheter des vaccins contre la COVID-19 pour nos États membres. De cette manière, les pays peuvent compléter leur offre de vaccins en achetant ou en recevant à travers le mécanisme COVAX et à travers des achats bilatéraux. Bien entendu, les pays doivent obtenir une forte couverture vaccinale pour contrôler la transmission, de même qu'avec des mesures sociales et de santé publique à mettre en place. Comme l'a dit le Dr Barbosa, nous travaillons également sur une initiative à plus long terme, plateforme régionale pour renforcer la capacité de fabrication sur le continent américain. Nous appelons aux contributions pour investir, pour produire des vaccins à ARN messager dans notre région. Ces initiatives, combinées avec une meilleure offre mondiale de vaccins pour la fin de cette année et en 2022, nous aidera à réduire les inégalités en améliorant et en augmentant l'offre de vaccins contre la COVID pour atteindre le plus possible de populations vulnérables dans les Amériques. Merci, Dr. Etienne. La question suivante est de Melina Ocha de Uno TV au Mexique. Elle demande si l'OPS voit-elle une baisse des infections au Mexique et elle dit également que les bars, les boîtes de nuit et les discothèques ont rouvert à Mexico. Cela pourrait-il conduire à un rebond? Docteur Ugarte. Oui, effectivement, l'OPS observe une chute soutenue et également une notification des cas. Les cas actifs sont passés de 120 000 il y a quelques semaines aux alentours de 90 000 cette semaine. Les décès se trouvent encore au-dessus de plus de 1000 par jour et le nombre de décès suit la tendance des nombres de cas qui ont été présentés il y a quelques semaines.
Ainsi, nous estimons que le nombre de décès va diminuer et chuter les prochaines semaines. La situation a des perspectives positives, mais néanmoins, comme nous l'avons vu plusieurs fois pendant cette pandémie, lorsque les cas chutent ou diminuent, il y a une tendance à relaxer les mesures. Et si les gestes barrières ne sont pas respectés, les gestes indiqués par les autorités de la santé des États concernant les feux, et si les mesures de distanciation physique et d'autres mesures ne sont pas respectées, nous verrons à nouveau une augmentation de décès. Par conséquent, il est important, tandis que le processus de vaccination avance suffisamment pour pouvoir protéger les populations qui se trouvent en risque et surtout maintenant que nous voyons une augmentation de transmission chez des jeunes adultes et chez des enfants. Par conséquent, on travaille avec les autorités du Mexique pour suivre très attentivement le retour la rentrée scolaire, également les feux, et pour pouvoir continuer à mettre en place les mesures de prévention et pharmacologiques qui ont donné de bons résultats. Merci. Nous avons plus de questions qui touchent également les variants. Mélina Ochoa de Uno TV nous demande quel est le statut de variant de préoccupation au Mexique. Mariana Souquet aussi nous demande, Marcelo Blanco nous demande également si l'on sait si les vaccins sont efficaces contre le variant MU. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très importantes. Grâce à la capacité de surveillance et la réponse rapide du Mexique, on a réussi à gérer à fournir plus de des milliers de séquences qui concernent tous les variants qui circulent dans le pays, y compris les 4 variants de préoccupation. D'après une information plus récente, le variant Delta représente plus de 9% des séquences et représente 98% dans la ville du Mexique, qui dépasse largement des variants tels que gamma et alpha. Mais voici certaines semaines que le variant 5,19 a prédominé énormément là-bas. Ainsi, la plus grande circulation de Delta, on a observé dans certains États tels que Quintana Roo, Veracruz, Baja California, la ville de Mexico. J'aimerais vous rappeler que ce phénomène de déplacement des personnes et des variants est un phénomène normal qui s'est passé pendant la pandémie. Et pour ça, il est important de maintenir et de conserver une surveillance génomique qui soit active pour nous permettre de vérifier des changements dans n'importe quel variant du virus. En répondant aux questions spécifiques concernant la circulation du MU en Mexique, nous avons vu qu'il y a des séquences qui ont été signalées. Nous, on l'a vu surtout à l'État de Mexico, à Puebla et à la ville de Mexico. Je en profite pour vous rappeler, et ceci a été dit lors de questions préalables, ce variant n'a pas démontré avoir une permissivité supérieure. Et tous les vaccins qui sont disponibles jusqu'au moment sont efficaces pour couvrir ce variant comme les autres variants de préoccupation et d'intérêt. Il n'y a pas d'évidence qu'il y ait une résistance ou que c'est pour cela qu'il faut continuer à rechercher, mais j'insiste que tous les vaccins qui sont homologués sont efficaces contre ce variant et tous les autres variants.
Merci, docteur. La question suivante nous vient de Blanca Balades de Millium, et elle veut savoir si l'efficacité des vaccins après 9 mois est toujours efficace. Oui, merci pour cette question. Il n'y a personne qui se soit fait vacciner ou qui ait pris un vaccin il y a 2 ou 3 ans. Par conséquent, on ne peut pas mesurer encore combien de temps dure la protection. Lorsque nous avons des personnes qui se sont fait vacciner il y a 6 mois, au mois d'avril, nous avons des études scientifiques excellentes qui ont démontré que le vaccin continuait à protéger 6 mois. Maintenant, nous avons 9 mois nous avons déjà un délai de 9 mois depuis l'application des premiers vaccins. Et nous avons des études qui ont été menées pour dire que le vaccin continue à être efficace 8 mois après son application. Dans un mois, nous aurons pour 9 mois, etc. Par conséquent, il faut suivre tout ceci tous les mois. Et les vaccins différents nous mène à 2 genres d'études différentes. D'abord, il faut savoir si cette personne a développé des anticorps qui soient capables de protéger contre le virus. Mais ce que l'on observe dans la vie de tous les jours, ce sont les vaccinés et les non-vaccinés. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Ici, aux États-Unis, par exemple, la pandémie, aujourd'hui, est une pandémie de non-vaccinés parce que les vaccins continuent à protéger les gens. Par conséquent, les vaccins continuent à être efficaces. Il y a des études dans des groupes spécifiques, les immunodéprimés. Il faut toujours continuer à faire le suivi, mais les vaccins réussissent à protéger même 8 mois après l'avoir prise, parce que nous avons eu des recherches jusqu'à présent, qui ont été menées jusqu'à présent. Donc, il faut continuer à conserver les mesures et augmenter la vaccination. En réalité, aujourd'hui, notre grand défi, comme l'a dit notre directrice, c'est de garantir que plus de personnes soient totalement vaccinés dans la région. Nous avons une moyenne de 25%. Certains pays ont moins de 10% de vaccinés en Amérique latine et aux Caraïbes. Par conséquent, il faut s'attaquer sur ceci. Nous avons une tâche devant nous très importante. Nous continuons à faire le suivi de tout ceci. Mais aujourd'hui, notre grande priorité est d'augmenter l'accès aux vaccins pour tous. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs questions qui nous viennent du Venezuela. Je vais prendre la question de Mariana Souquet de Efecto Cocuyo qui nous dit « Diverses organisations ont exigé la reprise de la table ronde technique nationale sur la vaccination au Venezuela. Pas plus tard que lundi, il a été annoncé que le pays formera une table ronde nationale d'attention sociale pour aborder, entre autres, la recherche de plus de vaccins. Et elle demande si l'OPS aura-t-elle un rôle dans cette table ronde, comme elle l'a fait dans la table ronde technique, et également si le Venezuela a-t-il déjà exprimé son intérêt pour l'achat de plus de vaccins par le biais du fonds renouvelable. Mariana nous dit également que les premiers vaccins sont arrivés au Venezuela le 7 septembre, hier, à travers COVAX, et demande aussi si le pays a-t-il demandé d'autres vaccins en plus de ceux de Sinovac et Sinopharm, et est-ce qu'il a exprimé son intérêt pour un vaccin en particulier pour les prochaines séries de distribution. Docteur Ugarte, merci. Sébastien, merci. Mariana. Effectivement, ce sont de grandes nouvelles. Nous sommes arrivés à des accords. Le Venezuela est arrivé à des accords au sujet des besoins de santé. C'est quelque chose sur quoi l'organisation a travaillé pendant plusieurs années et nous avons réussi qu'après cet accord, il y aura des nouvelles très intéressantes et la communauté internationale pourra continuer avec son soutien parce que les besoins de santé de la population vénézuélienne sont en rapport avec la réponse au COVID-19. Comme notre directrice l'a dit, la vaccination doit augmenter. Le Venezuela a besoin de plus de vaccins et de plus de soutien parce que sa population a
une couverture très basse de vaccination et les circonstances que nous voyons actuellement, le nombre de cas et les décès ces dernières semaines est un autre signe qui nous montre qu'il faut agir rapidement sur ces questions. L'organisation a réalisé un travail continu avec toutes les parties prenantes et nous allons continuer ce travail pour soutenir ce qui sera décidé et ainsi c'est une très bonne nouvelle, l'arrivée de plus de 690 000 doses de vaccin Sinovac au Mexique à travers le mécanisme COVAX. Ainsi, tous les pays participants du COVAX en Amérique ont reçu les vaccins à travers ce mécanisme et nous espérons que les doses suivantes puissent arriver le plus tôt possible. Nous sommes en train de travailler durement pour que les prochaines doses de ce tour de distribution qui nous vient de Sinopharm puissent arriver le plus tôt possible au Venezuela. C'est un processus on doit suivre plusieurs pas, mais nous y travaillons. Il y aura plusieurs également tours de distribution à travers le mécanisme COVAX Gavi avec le gouvernement du Venezuela, aussi bien au niveau de notre bureau à Caracas et au niveau national. On a décidé de donner la priorité au Venezuela concernant l'accès au vaccin, en tenant compte de la situation dans le pays et de la pandémie. C'est pour dire que lorsque nous plaçons la santé de la population au centre de nos discussions, de nos dialogues et de nos acquisitions, nous gagnons tous, toujours. Merci, docteur. Une autre question sur le Venezuela nous vient de Vanessa Davies de Contrapunto.com qui nous demande quelle est la position officielle de l'OPS sur la vaccination des enfants et des adolescents. Le gouvernement Maduro a annoncé qu'il allait vacciner les enfants et les adolescents. Est-ce sage? Ne faut-il pas le faire? Et est-il possible de le faire avec les produits disponibles que nous avons au Venezuela? Docteur Barbosa, merci pour cette question. Il est bon de dire comment se passe le processus d'autorisation des vaccins. Qui joue ce rôle, ce sont les autorités de réglementation de chaque pays. Le producteur de vaccins présente aux autorités de réglementation il présente les essais de phase 1, 2 et 3 pour prouver que le vaccin est sûr et efficace, généralement pour les adolescents et en deuxième lieu pour les enfants, en se basant sur les études. C'est-à-dire que tout producteur de vaccin doit, pour que toutes les autorités réglementaires puissent autoriser l'utilisation pour les enfants et les adolescents. Mais il s'agit d'une décision propre à chaque pays. Pour l'équipe de l'OMS, le processus est le même. Jusqu'à présent, le seul producteur de vaccins qui est un vaccin qui a l'autorisation d'utilisation d'urgence par l'OMS, qui a demandé et l'autorisation pour les adolescents a été le producteur Pfizer. Les autres producteurs de vaccins n'ont pas demandé encore la demande d'utilisation chez les adolescents et les enfants auprès de l'OMS. Ce groupe d'experts ne fait des recommandations que lorsqu'il s'agit du vaccin Pfizer. Certainement, la semaine prochaine, d'autres producteurs vont présenter des données, des études, des essais cliniques pour les phases 1, 2 et 3, et ainsi pourront recevoir l'autorisation. Mais aujourd'hui, nous n'avons que le vaccin Pfizer parmi celles qui sont autorisées par l'OMS, car ce vaccin a présenté tout ce qu'il est demandé, tous les critères demandés. Merci, docteur. Nous avons plusieurs questions au sujet de Nicaragua. La première de Cynthia Torres qui dit que depuis un mois, le Nicaragua a
les moyens nécessaires et voudrait savoir s'il y a été notifié ou signalé à la surveillance des variants du virus, est-ce qu'il a été communiqué des résultats à l'OPS? Merci beaucoup, Cynthia. Donc, au sujet de ce virus, non seulement au Nicaragua, mais au moins 23 pays et territoires de la région. Maintenant, nous n'avons pas d'informations au sujet de variants de préoccupation ou d'intérêt au Nicaragua. Nous savons que le Nicaragua est en train de déployer des efforts importants pour la surveillance, mais également pour la communauté scientifique en général. D'un autre côté, il faut dire que les pays d'Amérique centrale comme le Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador et la grande collaboration avec les instituts scientifiques qui agissent comme des laboratoires pour le réseau de surveillance génomique. Grâce à ceci, il a été possible de détecter les variants de préoccupation comme alpha, delta, bêta, etc., avec des variants de préoccupation. Nous soulignons l'importance de continuer à cette surveillance génomique soutenue et durable pour freiner la dissémination d'autres variants, qu'ils soient d'intérêt ou de préoccupation. Et chaque fois plus, il faut augmenter la capacité génomique dans notre région. Merci beaucoup, docteur. D'autres questions liées au Nicaragua nous vient de Lidia Lopez de la Prensa et Uriel Velázquez de Despacho 505 de Nicaragua. Quel commentaire l'organisation fait-elle sur le contraste entre les chiffres du MINSA sur les décès dus au COVID-19 que le ministère de la Santé présente, qui ne font état que d'un seul décès par semaine, alors que l'Église catholique et les soignants, la population et les organisations indépendantes signalent régulièrement des décès dus au même virus? Docteur Ugarte, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Concernant ces questions, nous avons signalé à plusieurs occasions à travers nos conférences de presse, mais à travers nos commentaires avec le gouvernement, que nous n'avons pas d'informations suffisantes pour réaliser une analyse suffisante au Nicaragua. Aussi bien les sources officielles que non officielles que nous avons reçues nous montrent des situations différentes. Ainsi, nous avons vu que dans beaucoup d'autres pays, il y a beaucoup de décès pendant la pandémie en observant non seulement causés par le COVID, mais par d'autres causes. Et ainsi, nous sommes en train de détecter beaucoup d'autres causes qui pourraient expliquer l'augmentation de décès pendant la pandémie. Les informations que nous avons reçues par des sources non officielles nous signalent qu'il y a eu une augmentation de décès et de cas, et ainsi, il faudrait dire que la vaccination au Nicaragua est encore à des niveaux très bas et d'après les dernières données que nous a fournies le ministère de la Santé, le Nicaragua a administré 670 000 doses de vaccins et beaucoup moins pour un schéma complet. Nous espérons que ces chiffres seront mis à jour ce vendredi pour pouvoir en parler davantage. J'aimerais féliciter le peuple d'Amérique centrale pour le bicentenaire de l'indépendance. Et rappelons-nous que ces jours de congé et de vacances, ce sont un temps où il nous faut en profiter pour réduire la transmission. Nous l'avons dit à plusieurs reprises lors de cette conférence de presse et à d'autres reprises, utilisons les mesures qui nous ont donné de bons résultats. Et c'est un appel que je fais à tous les pays d'une manière générale, mais à toutes les populations, qu'ils réduisent la possibilité d'aller à des agglomérations, utiliser les masques et mettre en place les mesures de quarantaine et d'isolement
dans le cas des cas contacts et des cas suspects. Ces mesures nous ont prouvé qu'elles sont positives et ainsi la population pourra fêter cette date importante, qu'il s'agisse d'une date faisons en sorte qu'il s'agisse d'une date qui prouve l'affection que nous portons à nos familles, et etc. Nous espérons que le nombre de vaccinations puisse augmenter aussi bien au Venezuela qu'au Costa Rica que dans d'autres pays. Et nous soulignons aussi et nous disons qu'il faut que les populations qui sont en risque doivent être protégées davantage. Nous avons dit que l'Amérique du Sud, lors des vacances, a augmenté le nombre de cas et nous espérons que ceci ne se passe pas en Amérique centrale. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. La question suivante nous vient de Katie Question de Reid Katie de Reid de Beltway Beltway News. News du Royaume-Uni. Question, comment apprendre la COVID-19 pour améliorer notre réponse à la pandémie pour le futur dans les continents américains? Merci, Cathy, pour cette question. Comme nous le savons tous, la COVID-19 est devenue très rapidement la plus grande crise de la santé publique sur le continent américain. Cette maladie a maintenant tué plus de 2 millions de gens et plus de 84 millions de gens sont malades à cause de cette maladie dans 56 pays et territoires des Amériques. La pandémie a montré notre fragilité et notre vulnérabilité et a révélé des inégalités profondes. L'impact était sévère sur des gens qui sont déjà marginalisés et qui sont déjà défavorisés. Nous pouvons et nous devons améliorer notre réponse contre la pandémie et recourir aux dernières informations disponibles pour prendre les bonnes décisions. Par exemple, en utilisant son système de gestion des incidents, l'OPS a établi un système de réponse à la pandémie de la COVID-19 avec des données au niveau individuel à travers un rapport sur les cas probables et confirmés. Nous avons inclus des données démographiques, cliniques et épidémiologiques. Et cela nous a aidé à localiser les détails de la pandémie et nous a permis d'aider les pays pour la coordination internationale. Nous savons également que les interventions non pharmaceutiques sont les seules mesures pour contrer la pandémie qui sont toujours disponibles dans tous les pays. Donc, cela peut nous aider à retarder l'introduction de la diffusion du virus dans la population et à retarder la montée et la phase de plateau de l'épidémie si l'épidémie a déjà commencé. Nous devons réduire la transmission par des mesures de protection personnelle ou environnementale et nous devons réduire le nombre total d'infections et de cas sévères. Parmi les leçons que nous avons retenues, l'une d'elles est de garantir que les mesures de santé publique, les mesures barrières sont mises en place et maintenues. Dans les pays qui ont appliqué et maintenu ces mesures, la croissance des cas a été vraiment limitée. Nous devons garantir que la surveillance est robuste au niveau local pour que les mesures puissent être mises en place où elles sont le plus nécessaires. Nous savons maintenant également que les politiques économiques doivent être en phase avec ces politiques de santé pour que les gens puissent recevoir un soutien social et que ces mesures barrières puissent être mises en place dans le contexte dans la vraie réalité. Il nous faut obtenir un accès à des ressources financières pour investir autant dans l'état de préparation des pays, pour injecter des fonds et de l'argent immédiatement dès le début d'une pandémique. Et donc, nous savons également qu'il faut lutter pour l'équité, pour pas qu'il y ait un fossé entre les riches et les pays riches et pauvres qui nous handicapent dans notre réponse.
Les systèmes de santé résilients qui sont fondés sur les soins primaires sont indispensables pour répondre à la pandémie. Les pays doivent augmenter leurs investissements et surtout sur le premier soin, le niveau de soins, construire des professionnels de santé qui soient bien entraînés, bien formés et bien répartis. Et il faut investir un minimum de 6% du PIB dans la santé. Et 30% de ces 6% doivent aller aux soins. Les systèmes de santé publique qui ont une grande capacité de surveillance, de recherche, de préparation, de détection et de réponse sont essentiels. Notre région doit atteindre l'autosuffisance en augmentant la capacité de fabrication dans les technologies de santé, y compris médicaments, offres et vaccins. Les principaux axes de réponse contre une pandémie future sont l'état de préparation, l'investissement, les systèmes de santé publique forts, un travail en liaison avec les autres départements et les autres pays, au-delà du secteur de santé, et la coordination entre la science, la politique et l'économie. Ce qui est également crucial, c'est une communication qui est fondée sur les résultats scientifiques. Et donc, laissez-moi vous remercier de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse. Nous continuons le travail et nous allons devenir un partenaire très important et nous assistons à ce que les gens se fassent vacciner dès que les vaccins deviennent disponibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous pouvez trouver plus d'informations sur la situation du COVID-19 sur notre page Internet de l'OPS, AHO en anglais, de son acronyme en anglais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous continuons la semaine prochaine. Merci beaucoup.